Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est le retour des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger qui est avec nous, magistrat honoraire, Philippe David, l'ancien élu, Céline Pina qui fait partie des vraies voix ce soir, et notre grand débat instauration d'un couvre-feu de 21h à 6h du matin dans 9 villes en tout, Paris, Lille, Marseille, Montpellier, je vais tous vous les citer, Aix, Grenoble, Rouen, Saint-Étienne, Toulouse. C'est ce qu'a annoncé hier le chef de l'État. Donc à 21h concrètement, les restaurants et bistrots devront tous fermer le rideau. Un gros manque à gagner malgré les mesures économiques. Jean Castex a annoncé tout à l'heure en conférence de presse 1 milliard d'euros, voilà, 1 milliard d'euros pour aider le monde de la culture, mais également les restaurants, l'hôtellerie, voilà, ce secteur hôtellerie, restauration. Et cette question que l'on vous pose, couvre-feu à 21h, Emmanuel Macron est-il en train de tuer nos bistrots et nos restaurants? Le 0826 300 300, on va vous écouter dans un instant. Et vos votes sur les réseaux sociaux, pour le moment, c'est un grand oui à 92%. La décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. Ce couvre-feu, il se fera entre 21h et 6h du matin et il commencera à partir de 70 heures. Nous en avons jusqu'à l'été 2021, au moins avec ce virus. Tous les scientifiques sont clairs. Nous sommes une nation de citoyens solidaires. Nous ne pouvons pas nous en sortir si chacun ne joue pas son rôle, ne met pas sa part. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Couvre-feu à 21h, Macron est-il en train de tuer nos bistrots et nos restaurants? On en débat avec les vraies voix évidemment. Et puis nos invités, ce sont deux restaurateurs. Tout d'abord Laurent Fréchet qui est avec nous. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Bonsoir à vous, restaurateur, président de la branche nationale des restaurateurs au GNI, c'est le groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration. Et puis Jean Terlon qui est également avec nous, artisan cuisinier restaurateur à Longjumeau, vice-président de la branche restauration de l'UMI. Je vois que les deux se connaissent, bah oui, c'est un petit monde. Laurent et Jean. Ce ne sera pas un débat alors. Mais si, ils vont nous expliquer surtout et ils vont témoigner. Ils vont témoigner. Non, eux ils sont d'accord, mais par contre peut-être que nous on va être en désaccord. Laurent Fréchet, tiens, couvre-feu à 21h concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que vous allez fermer vos portes une demi-heure avant, trois quarts d'heure avant? Concrètement, comment ça va se passer? Ça veut dire qu'on va pas ouvrir le soir surtout, oui. Et qu'on va essayer de rester ouvert le midi pendant quelques temps. En tout cas, moi, sur mes propres affaires, je pense que c'est une décision qui va être prise aussi par un grand nombre de restaurateurs, en particulier sur Paris, puisque grosso modo, l'activité du soir représente 2/3 de notre activité sur la journée. Ah oui. On est déjà sur des moins 50%, donc si vous me laissez 1/3 du 50% qui est restant, ça fait 17%. Donc je vais avoir des chiffres d'affaires qui vont être à moins 80%. Ah oui. Sur ces niveaux de performance, la question se pose d'ouvrir ne serait-ce que sur le midi, et la réponse n'est pour l'instant, enfin on va essayer, mais je pense que la réponse est claire, ça sera de fermer les établissements comme un bon nombre de mes confrères. Complètement, voilà. C'est-à-dire toute la journée, quoi, c'est ça hein. De fermer définitivement. Certainement au 1er décembre. D'accord. Alors, Jean Terlon, je ne sais pas si vous allez nous dire si vous avez compté fermer votre établissement aussi toute la journée, mais est-ce qu'il y a des restaurateurs, par exemple, parce que vous en pensez, Céline Pina et les deux Philippe, qui nous disent, bon, on va essayer de faire un service entre 18h45 et 19h. Est-ce que vous sentez, tiens, vous déjà, d'aller manger à 19h au restaurant mais moi, j'en parlais à midi en me disant probablement ils vont essayer de nous servir dès 19h et il est évident que si certains le font, vous iriez j'irai. Ouais. Céline, pareil. J'allais dire, j'ai l'impression quand même qu'on transforme la France dans un grand EHPAD. Manger à 18h, ça paraît surprenant, mais il va peut-être falloir qu'on accepte de changer nos habitudes. Mais pour ça, encore faut-il finalement que les patrons laissent aussi les gens partir, parce que je rappelle qu'en France, on a tendance à faire des heures, que c'est bien vu quand on reste tard, même au-delà des heures nécessaires. Et donc, il va peut-être falloir qu'on réorganise notre mentalité en règle générale. Mais sincèrement, moi surtout, je vois leur visage. On les voit, les restaurateurs, ils passent à la télé, ils ont le visage creusé, et leur peur, ils nous l'envoient, leur douleur, on la ressent, on le voit. Sincèrement, je trouve que ce qui est en train de se passer est inadmissible. On tue des pans entiers d'activité. Philippe David. Non mais la question qui se pose,
Ils peuvent faire un service à 19h, mais après, faut nettoyer le restaurant, faut nettoyer les cuisines. Et si les gens doivent être à 21h chez eux, c'est compliqué. Mais s'ils habitent à 3 quarts d'heure, faut qu'ils partent à 20h15, dernier quart. Donc c'est pas possible. Jean Terlon, vous y pensez ça, Jean Terlon, à faire un service à 18h30 ou c'est chose impossible, comme le dit Philippe David? Bon, déjà, moi, je vais dire qu'on nous prend pour des empaffés parce que ça commence à bien faire. Le 14 mars, on nous a fermés en 4-5 heures. Ouais. Là, le président fait une allocution mercredi et il m'a fallu la journée et grâce à des clients pour comprendre qu'en fait, je pouvais travailler normalement jusqu'à vendredi soir parce que il a parlé de samedi. Alors, je pensais que samedi, ça paraissait logique, entre guillemets, de mettre en application en fin de semaine parce qu'on a quand même, ils oublient ces gens-là qui sont pas dans le monde réel, qu'on a des gens qui réservent quand même un petit peu en avance pour venir le samedi soir. Bah non, finalement, une fois de plus, on nous flingue en peu de temps. En 48 heures. Avec de la marchandise qu'on a quand même aussi acheté, c'est sur le même problème, hein, on s'organise dans ce métier. Donc déjà, le premier truc, c'est pourquoi vendredi soir et pas samedi soir. Alors, la dernière fois, on a fait le coup du samedi soir et pourquoi pas le dimanche soir, alors que le dimanche, on a ouvert les élections et les urnes, et on nous a fermé le samedi. Donc là, en rebelote, on recommence la même situation en attendant les paroles du Messie le mercredi soir qui va nous annoncer 21h, 22, 23, on savait pas quoi en fait. Hein. Donc là, évidemment, la problématique, c'est que on nous met dans une sorte de deal. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des consommateurs en France qui ont l'habitude de venir entre 19h30 au mieux et jusqu'à 21h, et à Paris, c'est encore peut-être même 22h. Donc, effectivement, il reste deux solutions. Soit les Français veulent continuer à vivre, et j'espère qu'ils veulent continuer à vivre dans un temps qui va être un peu plus réduit au restaurant, en venant un peu plus tôt, c'est-à-dire 18h45 et à 20h30, 20h45, on va se dire au revoir. Mais il faut effectivement, comme a dit la dame, elle a parfaitement raison, il faudrait aussi que les employeurs lâchent leurs employés un peu plus tôt pour que ça fonctionne. Si tous ensemble, comme on dit souvent, on peut faire quelque chose, je pense qu'il faut éviter de mourir si on peut. Il nous reste la vente à emporter. Et puis, il ne faut pas oublier que le télétravail, ça tue les restaurants le midi. Donc, on n'a pas de service le midi avec très peu de clients qui sont en télétravail. Et en plus, on nous flingue le soir actuellement, enfin dans les zones rouges. Mais enfin, ça va... Moi, je viens de faire une réunion avec l'Umi Restauration toute l'après-midi. Tous mes collègues qui ne sont pas en zone rouge écarlate, ils ont aussi un protocole de 6 personnes par table. 6 personnes par table, donc on est passé de 10 à 6. Donc ils ont aussi des contraintes et puis ils ne sont pas à l'abri. D'ailleurs, on vit depuis le mois de mars avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, avec des changements de direction divers et variés. Comment on peut travailler dans ces conditions-là? Je pense pas que leur envie, c'est de nous tuer. Non. Ça serait quand même incroyable de voir tuer un métier aussi formidable et festif. Et puis il n'y a pas que nous, il y a les hôtels, effectivement, les discothèques, on n'en parle même pas. Celles-là, elles sont quasiment mortes. Les hôtels sont vides, les palaces à Paris sont vides, la clientèle étrangère est pas là. Donc c'est vrai que ces mesures qui arrivent au fur et à mesure, mais comme disait Calimero, mais pourquoi moi? Pourquoi nous? Pourquoi nous? Pourquoi toujours nous? C'est quand même insupportable à gérer, c'est très difficile à gérer. Effectivement, on est fatigué, on a les deux cernés, pas parce qu'on se couche tard, malheureusement, c'est parce que effectivement, on vit avec des briques qui nous tombent dessus réguliellement et on est les premières. Nous, on est en première ligne des emmerdements, c'est nous. Alors vous avez dit, aujourd'hui, il nous reste axe que le comportement. On espère que le client. Moi, j'aimerais, pour une fois dans ma vie, être un peu positif dans cette situation aujourd'hui. Venez au restaurant à 18h45, 19h, sachez vous allez être obligé de partir à 20h30, mais vous aurez soufflé pendant 1h30 de votre vie. C'est vrai. Et on vous aura soutenu aussi. Tiens, j'entendais un restaurateur, Philippe Bilger, qui disait, pas comme vous justement, Jean Terlon, qui disait, non, on est plus que sacrifié, c'est un véritable assassinat, sans préméditation, certes, mais c'est un assassinat. Il va trop loin, ce restaurateur, Philippe Bilger. Je constate avec plaisir que Jean a encore beaucoup d'énergie et qu'il est très convaincant. Mais au-delà de cela, je ne crois pas qu'on puisse dire que le gouvernement a la volonté de tuer les bars et les restaurants. Et la question est naturellement provocatrice. Il faut évidemment la poser comme ça. Mais moi, ce qui m'inquiète, mais nos amis restaurateurs répondront, ils vont être aidés économiquement autant que le pouvoir peut le faire. Là, personne ne dénie que le pouvoir va lâcher des choses pour payer. 1 milliard d'euros. Voilà. Mais
Moi, j'aimerais qu'on me dise clairement si une alternative valable sur le plan sanitaire pouvait exister à cette politique qui nous est proposée depuis hier et qui va en effet être désastreuse pour les bars. Laurent Fréchet, vous pouvez répondre. Laurent Fréchet, il y avait un protocole sanitaire renforcé quand même. Oui, parce que j'aurais dû prendre la parole plus longtemps, parce qu'une fois que Jean l'a prise, c'est compliqué. Ah, ça, c'est dur de l'arrêter. Oui. C'est évident. C'est normal, pour tailler une bavette, les cuisiniers sont très bons en général. Alors oui, non, mais oui, il faut reconnaître qu'il y a des annonces intéressantes qui ont été, des promesses intéressantes qui ont été tenues par Bruno Le Maire tout à l'heure. Maintenant, on se nourrit pas de paroles. On a eu déjà quelques promesses par le passé, elles n'ont pas toutes été tenues. Donc on sera vigilant à ce qui a été annoncé tout à l'heure par Bruno Le Maire soit réalisé dans les faits. On a besoin de ça. Moi, j'aimerais quand même rappeler aussi qu'on n'a pas choisi ce métier pour vivre de subsides ou de subventions. On a choisi ce métier pour être des entrepreneurs indépendants et pour vivre de notre métier, notre passion. C'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. Donc, effectivement, c'est vrai qu'on a la main tendue. C'est gênant parce que c'est pas dans nos caractères, a priori. On n'a pas droit aux ACDIC, on n'a pas droit au chômage, on n'a pas droit à plein de choses. Et on vit notre métier. Aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, on tend la main. Et il va falloir que les promesses faites par Bruno Le Maire soient tenues et qu'elles soient réalisées très vite. Ça suffit. Rapidement. Ça suffit 1 milliard d'euros pour des restaurateurs qui doivent tenir 6 semaines. 1 milliard d'euros, c'est pour les 4 premières semaines de fermeture. Est-ce que ça suffit? Je ne sais pas, selon la macro. En tout cas, aujourd'hui, il y a des mécanismes qui ont été mis en place, tels que le Fonds national de solidarité, qui ne fonctionnent pas. Il est doté de 5 milliards. Il a été utilisé à hauteur de 600 millions parce qu'il y a des critères d'éligibilité qu'il faut faire bouger. Qui fait que moi, j'ai 6 affaires aujourd'hui. Je suis éligible sur aucune de mes affaires à ce Fonds national de solidarité. Il y a un PGE qui est en panne parce que les banques, un prêt garanti par l'État qui est en panne parce que les banques sont extrêmement frileuses pour faire une ressucée de ces crédits-là. Elle part du principe que la Covid va durer plus longtemps que prévu et qu'il va y avoir des défaillances. Enfin voilà, donc il y a tout un système en panne. Il y a des annonces qui ont été faites et qui sont, on peut pas dire le contraire, qui sont positives. Maintenant, le diable se lit dans le détail. Et il faut qu'on voit effectivement comment vont évoluer les différents critères d'éligibilité et savoir si un maximum de professionnels vont pouvoir effectivement y accéder. Moi, je voulais juste dire une dernière chose, pardon. Allez-y. Ce qui m'agace au plus haut point, c'est qu'aujourd'hui, on nous demande systématiquement de nous réinventer. Qu'est-ce que ça veut dire se réinventer? Je veux dire, il n'y a pas de magie. C'est pas la livraison et la vente à emporter qui vont faire qu'on va pouvoir nourrir nos personnels. Ces activités-là sont des activités complémentaires quand vous avez déjà une activité en place qui permet de payer vos charges fixes. Donc, on nous demande de nous réinventer. On n'est pas Amazon. On n'est pas. Moi, ça m'embête de livrer des produits tièdes et mal foutus à mes clients parce que c'est un petit peu sale aujourd'hui la réalité de la livraison. Voilà. Donc, on doit vivre notre métier, on a un métier d'accueil. Nos clients, quand ils viennent chez nous, ils vivent une expérience globale, avec du service, avec de l'accueil, avec une déco. Cette expérience-là, vous l'avez pas quand vous recevez une boîte en carton chez vous. Voilà. Allez, on va se retrouver dans quelques instants et je vais donner la parole à Céline Pina et Philippe David qu'on n'a pas entendu. Nos restaurateurs restent avec nous. Emmanuel Macron est-il en train de tuer nos bistrots et nos restaurants? 0826 300 300, j'attends vos réactions et on va vous entendre dans quelques instants. Puis un point sur les votes également, ça vote beaucoup sur le compte Twitter de Sud Radio. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Et on poursuit notre grand débat sur Sud Radio, instauration d'un couvre-feu de 21h à 6h du matin. Emmanuel Macron est-il en train de tuer nos bistrots et nos restaurants? On en débat avec nos vraies voix, Céline Pina, Philippe David, Philippe Bilger. On a 2 restaurateurs avec nous qui témoignent depuis 18h30, Laurent Fréchet, restaurateur donc président de la branche nationale du groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration, et puis Jean Terlan également, artisan cuisinier restaurateur à Longjumeau. Emmanuel Macron est-il en train de tuer nos bistrots et nos restaurants? Vous répondez oui sur le compte Twitter de Sud Radio, oui à 92%. On va vous écouter tout de suite, on vous donne la parole. 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Voilà, c'est Valentin qui prend la parole ce soir. Valentin qui nous appelle de l'Aude. Bonsoir Valentin. Oui, bonsoir Céline Pina et aux 3 Philippe. Bonsoir. Il y en a 2 à part moi, il y a Céline Pina qui est avec nous ce soir. Ah, il y en a un qui est parti. Voilà. Ah bah non, on est 3 Philippe. Non, il y a 3 Philippe, c'est bon, pardon. Je me mélange les pédales, il y a trop de Philippe. Elle vaut 3 hommes. Hein. Oui, elle vaut 3 hommes, c'est vrai. Vous avez raison, c'est pour ça que je l'ai dit en première. Merci. Allez-y Valentin. Bonsoir à tous, j'ai tellement de choses à dire. J'ai bien évidemment écouté notre président de la République. Je dois dire que je suis sidéré, écœuré, scandalisé par cette intervention qui pour moi n'est pas du tout présidentielle, complètement déconnectée
côté de la réalité. Franchement, je tiens à adresser un message, c'est même plus de soutien, je dois même plus, c'est presque de désespoir tellement je suis triste pour eux, de Monsieur Terran et Monsieur Fréchet, tous les restaurateurs qui peuvent nous écouter. Monsieur Macron a signé votre arrêt de mort. Moi, je vous le dis très texto, c'est une dictature sanitaire. Je vais employer les mots comme ils sont parce que tout le monde le pense. Faut arrêter d'être dans un langage soutenu. Aujourd'hui, je suis désolé, Monsieur Macron a martelé le bon sens dans son intervention. Le bon sens dont il ne connaît même pas la signification. Combien de temps on est prêt à modifier nos propres vies, nos libertés pour celles des autres? Je suis désolé, à un moment donné, le Covid, il y a un, comment dire, par rapport au prorata des morts, bien sûr que même un mort, c'est scandaleux, c'est triste, et bien évidemment que je ne veux pas être à la place de ceux qui ont perdu des êtres chers, je le comprends parfaitement. Mais le bon sens, c'était pas de mettre un couvre-feu, parce que ça, vous signez l'arrêt de mort des restaurateurs, et le couvre-feu, vous pensez que les gens ils sont contaminés pendant la nuit? Alors c'était quoi le bon sens? C'était quoi le bon sens? Le bon sens, moi je vais vous dire ce que c'était le bon sens, c'était de confiner les personnes qui avaient plus de 55 ans, c'était de continuer les gestes barrières, c'était de continuer notre économie, parce que l'économie va s'effondrer à force. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que les jeunes, que Monsieur Macron dit oui, vous savez, il faut pas plaindre les jeunes, parce qu'à 20 ans c'est difficile aujourd'hui. Merci Monsieur Macron, merci de votre compassion, mais qui a mis en difficulté les jeunes? Qui les a mis en confinement? Qui a installé une digitalisation de l'éducation? Qui a fait en sorte que les jeunes aujourd'hui passaient leurs examens, et d'ailleurs le bac, on est content qu'il soit à plus de 90%, alors que, mais attendez, le bac à 90%, d'accord, mais il a été obtenu comment? Sur le contrôle continu. Aujourd'hui, le bac est donné, il a même plus de valorisation, il signifie rien. C'est un simple papier qu'on vous donne qui est signé, et bien bravo pour votre année que vous avez passé à rien faire. Aujourd'hui, il faut revaloriser tout cela. Qui a fermé les boîtes de nuit? Ça aussi, on n'en parle pas, tous ces secteurs-là qui sont fermés, les jeunes qui peuvent plus s'amuser. Qui sait qui va installer les fondements économiques de notre propre pays? Il n'y a plus d'emploi pour les jeunes aujourd'hui. C'est du bon sens. C'était ça qu'il fallait réinstaurer. Aujourd'hui, on dit 135 € pour ceux qui ne vont pas respecter le couvre-feu. S'il y a une récidive, 1500 €. Allez hop, merci à vous. Bon Français que vous êtes, vous allez encore payer pour le gouvernement. Et pour les récidivistes qui tuent, qui font des crimes, etc., qui n'arrêtent pas de tirer sur nos policiers. Pour eux, quand ils sont récidivistes, est-ce qu'on va tout de suite les sanctionner? Non. Mais par contre, vous qui payez vos impôts, vous qui êtes sérieux, qui travaillez, qui contribuez à la société, qui contribuez à la grandeur de la France, vous faites un écart, vous êtes tout de suite sanctionné. On comprend. On comprend votre colère, évidemment, Valentin. Tiens, Philippe David, et on l'entend, vous avez raison. Est-ce que c'est une bonne idée, ce que propose Valentin? Les plus de 55 ans, on les confine? Non, pas plus de 55 ans, 60. parce que les 3/4 des morts, c'est au-dessus de 65, voire 70 ans. Donc 60, parce que les gens de 55 ans, ils sont pas retraités, ils ont besoin de travailler. Sauf très, très, très rares exceptions. Moi, je suis assez d'accord avec Valentin. Le souci, mais hier, Emmanuel Macron a reparlé du taux de mortalité. Mais voit-on le chaos économique qui est en train d'arriver? Qui sont les principales victimes aujourd'hui? C'est les précaires. Les gens les plus précaires qui étaient en CDD, on leur dit maintenant, on renouvelle pas votre CDD. L'intérim, il y a plus de boulot, etc. Et il y a un bon vieux proverbe qui dit la faim va sortir le loup du bois. Fait sortir le loup du bois. Le problème, c'est que les gens qu'on va jeter dans la misère, alors qu'ils étaient déjà précaires, eux, ils vont descendre dans la rue peut-être, le jour où ils auront plus de droits. Et je peux vous dire un truc. Par rapport aux gilets jaunes, ça aurait été de la roupie de Sansonnet. Croyez-moi. Céline Moi, je crois que ce qu'on entend, cette colère qu'on entend, elle est réelle et elle est partagée. En revanche, il y a peut-être des choses qui vont un petit peu loin. On n'est pas en dictature sanitaire, ça c'est pas vrai. On a plutôt des gens qui ne sont pas très compétents, qui sont un peu manipulateurs, qui croient que la communication va tout résoudre et qui en fait suscitent beaucoup de rejet. Donc je pense que là-dessus, il n'y a pas de dictature sanitaire, il y a plus un mélange d'incompétence et on voit ce jeune président, il est arrivé, c'était un vrai couteau suisse, il était autant instit, il était référent à Pôle emploi, enfin il avait tous les métiers, il a parlé 40 minutes alors que la seule chose qui était belle et profonde à entendre, c'était la fin. Quand il dit, nous sommes une société d'individus libres, citoyens solidaires, et il va falloir qu'on montre qu'on est des citoyens solidaires, ça c'était beau. Le seul problème, c'est que tout ce qui a été fait jusqu'à présent ne nous donne pas envie de le suivre. En gros, aujourd'hui on paralyse le pays. Pourquoi? Il le dit, parce qu'on manque de place dans les hôpitaux. Pourquoi on manque de place dans les hôpitaux? C'est pas à cause du nombre de morts, c'est à cause des hôpitaux qui vont être saturés. Parce que depuis 20 ans, on fait n'importe quoi à l'hôpital et parce que lui, en 2018, il a fermé quand même un paquet de lits qu'il a recommencé en 2019 avant qu'on se prenne la catastrophe qui arrive. Donc, quelque part, qu'on lui en veuille, c'est normal. Et la deuxième étape, c'est quoi? Après avoir lâché des milliards, mais on a l'impression qu'on lâche des milliards pour faire taire les gens. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va falloir
pouvoir solder la dette. Ça va donner quoi? On va encore en rabattre sur notre sécurité sociale. On va encore tailler dans les dépenses de l'hôpital. C'est visiblement ce qu'ils ont en tête, puisque aujourd'hui, d'un côté, par le Ségur, ils mettent de l'argent sur la table, de l'autre, par le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ils essaient de récupérer ce qu'ils ont mis de l'autre. C'est pas entendable. Par contre, une chose très courte. Hier, Emmanuel Macron a vraiment pris une grosse avance sur le Grand Prix de l'humour politique quand il a dit: l'application Stop Covid n'est pas un échec, ça n'a pas marché. Oui, bon. Alors là, celle-là, s'il ne gagne pas le prix de l'humour politique après cette phrase raffarinesque, là, je n'y comprends plus rien. Et la nouvelle application, c'est Tous contre le Covid, qui va voir le jour dans quelques semaines, si j'ai bien compris. J'aimerais remercier nos restaurateurs. Laurent Fréchet, restaurateur président de la branche nationale des restaurateurs du Groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration. Jean Terlon, qui était avec nous, il est artisan cuisinier, restaurateur à Longjumeau. J'aimerais remercier aussi Valentin, qui nous appelait de l'Aude au 0826 300 300. Et cette question que l'on vous posait, couvre-feu à 21h, Emmanuel Macron est-il en train de tuer nos bistrots et nos restaurateurs? Eh bien, nos auditeurs qui répondent à 92% par la positive. C'est ça, c'était entre 92 et 93. Voilà, ça vient de repasser à 93% sur le Twitter de Sud Radio. Et